Merci. Donc, architecte de formation, Madame Laure Boiteux est depuis plus de 10 ans architecte urbaniste à la ville de Neuchâtel, où elle pilote et accompagne des projets de mutation urbaine et réaménagement de l'espace public. Sa vision, c'est d'apporter la plus grande qualité à l'aménagement public pour les personnes et d'oser tester les nouveaux aménagements. Elle accompagne les projets en s'assurant qu'ils seront en adéquation avec les besoins de demain lorsqu'ils sortiront de terre. Et pour cette présentation, elle est accompagnée avec monsieur, je passe là, Julien Eneischen, qui est docteur en architecture et urbanisme et qui porte les valeurs de la participation, je dirais, au centre de son savoir-faire. Partie du constat que les architectes n'ont que peu d'opportunités de concevoir des projets en intégrant les usages, ils fondent en 2017 En Commun, structure qui réunit les professionnels de l'aménagement du territoire pour développer et mettre en place des démarches participatives innovatrices avec des nouvelles approches, dans une démarche projet avec au centre le citoyen et l'intelligence collective. À son avis, il faut changer la vision sur la culture de la participation. Souvent, elle est perçue comme une contrainte, car obligatoire, alors qu'elle a la possibilité de développer des capacités d'agilité pour tous. Je vous passe le micro. Merci. Bonjour à tous. J'espère que vous n'avez pas trop faim, il est midi, ni trop soif, il fait chaud. Voilà, alors Julien Eneischen et moi sommes heureux de présenter aujourd'hui non pas une vision globale, ou voilà, comme on a peut-être pu voir dans les présentations précédentes, mais un cas, et puis un cas est peut-être un outil. Donc nous allons parler d'un processus de transformation des espaces publics à Neuchâtel, donc les espaces publics de la centralité de la Coudre. Le quartier, ça allait un peu vite, le quartier de la Coudre, c'est juste derrière le mât que vous voyez là, au stade de la Maladière. Donc c'est situé au nord-est du territoire communal. La Coudre est une ancienne commune qui a été rattachée à Neuchâtel en 1930, donc on est vraiment en limite. Et puis, il y a la particularité d'avoir un funiculaire que tous les Neuchâtelois connaissent, puisqu'il permet de passer au-dessus du stratus et puis de profiter du soleil, notamment en ces journées voilà, un petit peu maussades. Quelques photos du lieu. Donc là, vous voyez la centralité, la place du funiculaire avec la station du funiculaire. On a quelques fonctions centrales avec quelques commerces, boulangeries, le collège, donc le bâtiment cubique, collège public du Cré du Chêne. Mais en termes de qualité des espaces publics, on peut mieux faire. La place, finalement, il n'y a de place que le nom. C'est simplement une petite pastille à l'abri de la circulation des véhicules. Mais finalement, on lit très bien l'héritage de rebroussement de la ligne de tram qui a disparu depuis. Et puis, depuis lors, finalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc quelques autres vues du site depuis le sud-ouest. Une vue de la place, voilà, où à nouveau beaucoup d'enrobés, pas beaucoup de qualité spatiale. Le périmètre de ce projet concernait d'une part la place qui se situe ici, mais aussi les abords du collège public. Et puis, dans le cadre d'une démarche participative, dont M. Eneischen parlera plus en détail, on a augmenté le périmètre à la demande aussi des habitants pour y intégrer des espaces situés au sud, un peu plus au sud-est. Alors, l'exécutif communal avait, depuis 2006, défini ce lieu comme étant un lieu à réaménager, en définissant comme objectif d'organiser une procédure de mise en concurrence sans préciser laquelle, et puis d'y associer les habitants, là encore sans spécifier la façon dont ces habitants seraient associés. Donc, on a lancé l'Office planification et aménagement urbain, organisé en 2019, ses premières réflexions par rapport à la mise en concurrence, et puis a souhaité s'adjoindre les services d'un spécialiste en démarche participative. Donc on a retenu à l'issue de la réception de 3 offres l'offre du bureau, de l'association En Commun pour cette démarche participative, pour son approche inclusive et originale,
qui prévoyait la création de mini-chantiers, une démarche vraiment hors les murs qui allait au-devant des habitants et des usagers et usagères du quartier, qui permettait vraiment de faire sortir la démarche participative, peut-être un peu classique, des murs et des salles, et des soirées où finalement qu'une frange de la population un peu toujours la même participe, et puis d'avoir du coup voilà, de pouvoir avoir accès à plus de monde dans une logique plus inclusive. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'on était, nous, Office de la planification et aménagement urbain, en train de réfléchir à notre mise en concurrence. Et puis, d'autre part, on avait notre mandataire démarche participative, mais en fait, c'était pas forcément ce qui était demandé, mais il a un petit peu challengé la mise en concurrence prévue, c'est-à-dire que ce qu'il proposait comme démarche participative, qui sera décrite après, nécessitait finalement de mettre en place une procédure de mise en concurrence sous forme de mandat d'études parallèle et non pas sous forme de concours, pour vraiment mêler intimement la démarche participative au mandat d'études parallèle à proprement parler. Donc je vais laisser la parole à Julien Ination pour présenter cette démarche et puis je reviendrai après. Tout d'abord, merci pour cette présentation. De mon ambition ou de l'ambition d'En Commun de mettre au cœur des projets les outils participatifs. Et on a eu à la première présentation la notion de développement de ce que c'était que la participation. Vous aviez parlé d'information ou de consultation. Et puis dans quelle mesure, en fait, on dépasse des stades d'écoute, même des écoutes actives, mais qu'on arrive à la concertation à tel point qu'on mette en fait autour de la table les différentes compétences qui sont à même de participer à ce projet d'espace public, donc autant les mandants, la commune ou la ville ou autre, bien sûr les professionnels que vous êtes ici avec les compétences que vous avez, et bien sûr les usagers qui, eux, on les appelle les experts d'usage, en tout cas c'est des habitants, des gens qui vont utiliser cet espace qui, à notre avis, doivent être pris en compte. Et puis la question, c'est de savoir à quelle étape. C'est classiquement, dans une consultation, on fait un diagnostic et on va écouter ce que pensent les enfants, ce que pensent les différentes personnes qui vont occuper pour créer un cahier des charges. Après, ce cahier des charges, vous savez tous, on le donne aux architectes paysagistes. Et puis après, ce qu'il en devient durant les concours, des fois on se pose la question, mais c'est une manière de voir comment se trouve l'intelligence collective des participants. L'idée, c'est d'aller au-delà de cette question-là et vraiment de créer un dispositif qui puisse mettre en fait l'usager dans la phase projet, donc au sein même du concours. Et puis, très concrètement, les outils qui sont utilisés, vous avez tous entendu parler des conseils citoyens. Dernièrement, il y en a un qui a été fait, par exemple, à la ville d'Yverdon pour les plans climat. C'est une modalité de mini-public où on tire au sort une diversité d'acteurs pour qu'on puisse effectivement avoir une délibération éclairée et effective, parce qu'une participation avec 200 personnes autour d'une table, vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas possible. Donc, d'une part, c'est l'outil de ces conseils citoyens qui est utilisé, et d'autre part, une chose extrêmement riche qu'on a en Suisse, c'est justement le mandat d'études parallèles, qui est un dispositif, un protocole extrêmement bien rodé, qui est reconnu autant par les professionnels que par les maîtres d'ouvrage, et qui fait en fait une complémentarité assez pertinente. Et nous, en fait, on a cette idée de comment mettre les choses ensemble. Et puis, on est un peu, à quelque part, on accompagne chacun des acteurs, que ce soit la ville, que ce soit les concepteurs ou les habitants, dans cette culture de la participation. On arrive chaque fois avec des cultures différentes, avec des pratiques différentes. Et puis, comme objectif de développer cette intelligence collective. Et puis, une chose qui a été soulignée, c'est comment on fait pour, justement, faire en sorte que ce ne soient pas toujours les mêmes qui participent. Et c'est là où on rejoint pleinement les démarches que Olga qui ont été présentées, c'est de trouver des mille et un langages qui puissent, en fait, avec le faire, avec les différentes modalités, intéresser des gens qui, normalement, n'auraient même pas l'idée ou se sentiraient pas le droit de participer. Donc il y a tout un travail en amont qui est de contacter, en fait, un grand public pour, au final, constituer donc le cahier des charges. Et l'objet qui est central dans ce processus, c'est le groupement citoyen, qui est justement ce mini-public qui va pouvoir
participer au processus de projet. Donc, c'est aller à la rencontre des gens sur place. Et, comme je disais, on fait aussi des expérimentations, parce que vous imaginez bien que les jeunes, pour s'intéresser au processus de réaménagement des places, c'est pas uniquement avec un discours, avec des images, mais on fait des prototypages aussi sur le site. Alors là, c'est peut-être un peu technique, mais donc les mandats d'études parallèles sont définis dans le règlement SIA 143, qui stipule que c'est une forme de mise en concurrence appropriée quand il y a une nécessité de dialogue direct entre les concepteurs et le maître d'ouvrage, quand le cahier des charges n'est pas ficelé, qu'il reste des éléments à définir, des questions ouvertes, et qui nécessitent une interaction. La SIA demande aussi à ce qu'on justifie le recours au mandat d'études parallèles, puisque par rapport au concours qui, lui, est plus ouvert, qui garantit l'anonymat, contrairement au mandat d'études parallèles qui, lui, empêche l'anonymat du fait des dialogues. Et puis, également, la réticence parfois de la SIA, ça peut être aussi une offre, des propositions en moins grand nombre, du fait forcément du nombre réduit d'équipes. Concrètement, donc, dans des mandats d'études parallèles classiques, on a une phase d'élaboration de cahier des charges, plus ou moins participatif selon le choix retenu par le maître d'ouvrage. Et ensuite, on a donc, à l'issue d'une phase de candidature et puis de sélection des équipes, le travail des concepteurs et conceptrices qui peut se mettre en route à travers donc, cette première étape des mandats d'études parallèles, à l'issue de laquelle un premier dialogue peut avoir lieu, dialogue intermédiaire, sachant que la SIA, le règlement SIA 143 prévoit au moins 2 dialogues, donc un dialogue intermédiaire et un dialogue final. Donc c'est le cas dans l'image que vous voyez à l'écran. Et puis ensuite, avec fort des recommandations du collège d'experts, non données dans le cadre de cette procédure au jury, les différentes équipes de concepteurs peuvent poursuivre leur travail et présenter donc dans le cadre d'un second dialogue leur travail, et puis ensuite un projet est désigné, proposé lauréat, on a l'annonce des résultats, et puis voilà. Et puis là, les habitants, usagers du quartier reçoivent ce projet comme un peu tombé du ciel. Et puis c'est ce qu'on ne souhaitait pas dans le cadre de cette démarche, et donc c'est là qu'en commun intervient avec la proposition de ce qu'on a appelé ici des mandats d'études parallèles participatifs, qui inclut tout un tas d'événements et puis qui est adapté à l'intelligence collective telle que décrite précédemment. Donc peut-être pour expliquer théoriquement comment ça se passe, donc ce qui est particulièrement intéressant avec le mandat d'études parallèles, c'est que c'est des boucles itératives. Donc ça, c'est extrêmement intéressant dès qu'on travaille avec des non-professionnels, parce qu'ils voient d'une part en fait différents projets sur une même question, puis surtout ils le voient évoluer. Donc, avant d'arriver à cette rencontre avec les concepteurs, dans tout MEP, il faut créer un cahier des charges. Et c'est là où, en fait, ces échanges, ces rencontres in situ, ces plateaux radio ou ces expériences de bancs ou de tables faites sur place permettent de rencontrer des publics différents. Mais ce qui est aussi très important, c'est la question qui a été posée sur la question de la gouvernance, sur qui décide et comment les choses se décident. Et ça, c'est une chose qui, pour nous, est extrêmement centrale, surtout quand on parle de l'espace public, parce que quelque part, au-delà d'un espace qui va être utilisé par toutes et tous, c'est aussi un argent communal investi. Donc, il y a une nécessité de créer une légitimité et un ancrage de ce groupe décisionnel. Et c'est pour ça qu'en fait, cette première étape de faire connaître, c'est vraiment dans l'information et de recueillir les attentes, c'est des attentes ponctuelles. C'est un senior qui est vraiment... qui déteste quand il y a des jeunes qui sont à côté avec leur trottinette parce qu'en fait, ça le dérange, il rêve les voir ailleurs. Et puis donc ça, c'est des écoutes un peu, c'est ce qu'on appelle la liste au Père Noël, mais qui permet en fait de créer un cahier des charges. Mais ça, c'est un niveau d'information. Et ce qui est très important, c'est qu'à la fin de cette étape d'information du cahier des charges, c'est qu'on a une autre chose, c'est qu'on a créé ce groupement citoyen qui est créé en fait suite à un intérêt volontaire de chacun et à un tirage au sort pour assurer cette diversité qui est une diversité générationnelle et une parité homme-femme. Et ce qui était très important pour nous, c'est qu'on ait, grâce à
à la curiosité et à l'ouverture de la ville de Neuchâtel, on a pu même inviter un jeune de 5 ans, accompagné de son parent, pour qu'en fait il soit aussi témoin et partie prenante de la décision. Mais en fait, ça a commencé de 5 ans jusqu'à 95 ans grâce à ce tirage au sort. Et ce qui est très important, c'est que cette décision, tout le monde était invité à prendre part à ce tirage au sort. Et puis, à quelque part, ça crée en fait une légitimité de ce groupe de travail qu'on appelle le groupement citoyen. Et puis, ce qui est encore très important, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, ils voient les projets. Avant de voir les projets, ils étudient en fait le cahier des charges avec l'ensemble des équipes. On n'est pas dans une phase concurrente. Toutes les équipes sont assises autour de la table et puis ensemble. Donc pour les concepteurs, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'ils ne voient pas juste un site, mais ils ont l'opportunité dès le départ de voir un panel de citoyens qui vont les accompagner dans le projet. Donc ça, c'est la première rencontre. Et la deuxième rencontre, on est déjà là dans le processus de projet où le groupement citoyen découvre les différentes propositions. Et ce qui est important de voir, c'est que pour respecter le MEP, ce qui est clair, c'est que qui a le pouvoir décisionnel, c'est le collège d'experts. C'est le nom pour le jury dans le MEP. Et ce qui est pour nous essentiel dans ce processus clair de gouvernance, c'est qu'il faut qu'il y ait une représentation de ce groupement citoyen au sein de ce groupe décisionnel. Donc en fait, il y a 4 membres du groupe citoyen qui participent également au jury, ce qui permet en fait d'une part de prendre part aux décisions, mais aussi de faire un retour après sur ce qu'eux ils ont compris, et ils sont en fait les ambassadeurs de ce qui était décidé aussi au sein du jury. Parce qu'il faut bien comprendre que le résultat de ces groupements citoyens, c'est une liste de recommandations. Mais au jury de décider si oui ou non il suit les recommandations qui ont été faites par le groupement citoyen. Mais il y a une véritable intelligence collective qui peut être mise en œuvre parce que les gens, une fois qu'ils comprennent les enjeux, eh bien, ils sont beaucoup plus à même de collaborer. Et puis, une autre chose extrêmement importante aussi à dire, c'est que, en fait, mettre autour d'une table des générations différentes sur une question précise avec 3 rencontres, en fait travailler un véritable processus intergénérationnel qui est extrêmement peu. On ne rencontre pas ça dans notre quotidien. Parce que avoir, comme je disais, la personne âgée qui est vraiment dérangée par le jeune en skate, s'il est assis à côté à la même table pour planifier ou pour s'imaginer le projet en compagnie de l'architecte, ça donne une autre dynamique à cette intelligence collective. Et tout ce travail, il est clos par la décision du jury pour le lauréat. Et tout l'enjeu maintenant, à la fin de chaque MEP, c'est comment ce travail du jury, du groupement citoyen est redonné au grand public. Une chose est de faire quelque chose dans un mini-public, autre chose est en fait que ces choix puissent être compris et appropriés par le grand public. Et c'est là où les personnes du groupement citoyen... Ah, merci. Merci bien. C'est là où les personnes du groupement citoyen deviennent des ambassadeurs du projet, même s'ils sont pas convaincus, même s'ils ont trouvé que la solution Y était mieux, mais en fait ils ont compris, et puis surtout ils ont leur réseau propre. La jeune skateuse de 13 ans, elle n'aura pas le même langage et le même réseau que le grand-papa qui vient là avec sa canne. Voilà en gros le processus qu'on met en place pour compléter cet outil qu'on a aujourd'hui qui est le MEP traditionnel. Et effectivement, c'est cette façon de voir les MEP qui nous a séduit, faire un lien fort entre les concepteurs, le site du projet et les habitantes et habitants du quartier. Voilà, pour nous, sur un espace, une centralité de quartier comme celle-ci, la ville ne voulait pas décréter un aménagement qui aurait dû être la bonne façon d'aménager l'espace public, mais justement être vraiment en lien avec les attentes de ceux qui vont le vivre. Donc, tout ça, donc, en lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure et ce règlement ici à 143, fait que on n'est pas... ça a nécessité, disons, une approbation, puisque
comme je disais tout à l'heure, le règlement ICA 143 ne précise pas nécessairement la manière selon laquelle il est possible d'inclure les habitants et usagers, sachant qu'il nous fallait respecter cette règle que les mandats d'études parallèles se déroulent vraiment, les mandats chacun se déroulent en silo, et puis que les habitants et usagers ne doivent pas, faire qu'il y ait une circulation entre les différents projets. Donc grâce au travail d'en commun, à sa rigueur et à celle des services communaux, on a pu assurer cela. Et puis Julien disait tout à l'heure que finalement, dans toutes les démarches équivalentes qui ont été organisées, que ce soit à Nyon avec la place Pertan ou d'autres exemples, ce sont des fonctionnements ça s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu de pollution d'un projet à l'autre, comme on aurait pu imaginer en ouvrant comme ça la démarche à la population. Donc, là, on a vu la phase mandat d'études parallèles. Et puis, qu'est-ce qui se passe avant les travaux? Alors là, pour toujours notre exemple de la Coudre, il se trouve que c'est un projet d'agglomération 4e génération, donc pas de travaux avant 2024. Alors cette fois, on n'est plus si loin, mais la démarche a été organisée en 2019-2020. Donc on a souhaité faire des aménagements tests qui préfigurent le projet lauréat, qui nous permettent de mettre à profit ce laps de temps pour tester certaines des propositions qui étaient peut-être les moins consensuelles. On les verra en image à la fin de la présentation, par exemple de la chaille, donc de la groise, chacun son vocabulaire pour ça, mais l'argilo-calcaire, disons, sur la cour de l'école, où là, le concierge était un peu mitigé par rapport à ça. Donc, c'est se dire, voilà, on a un peu un laps de temps, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, on verra quelques images après cela. Et puis, ce qu'on avait fait aussi, et ça c'est un apport de la démarche participative, c'est qu'on avait justement demandé aux équipes de concepteurs pour le second degré, dans le cadre des livrables du second degré, d'avoir une note présentant ce qui pouvait être envisagé comme démarche pour occuper un peu le temps d'ici aux travaux définitifs. Donc, à nouveau, il y a vraiment des apports importants issus de la démarche participative pour alimenter le cahier des charges, tant sur le programme du projet que sur les livrables, qu'est-ce qu'on attend comme rendu dans le cadre de ces différentes étapes des MEP. Donc après la théorie, quelques images, juste pour illustrer les événements conviviaux comme une fête de quartier, où on voit beaucoup de gens qui puissent participer, autant les enfants. Et puis, c'est aussi l'occasion d'expérimenter l'espace avec des choses toutes simples, mais de la vivre différemment. Et puis, on ouvre les horizons et ça permet en fait que cette appropriation, au-delà de la discussion qui va être réalisée autour d'une table, elle est déjà expérimentée in situ lors de ces événements. Je parlais de cohabitation harmonieuse, on l'exerce en amont, on la vit un peu plus sérieusement entre guillemets, lors des débats délibératifs. Et puis c'est ce qui en fait promeut cette appropriation de ces lieux qui en fait crée une mémoire collective, cette transformation des lieux. L'importance donc toujours de trouver des méthodes aussi qui sachent communiquer les projets, mais on a quand même des architectes urbanistes qui travaillent avec des maquettes, des plans et des coupes. Je voyais qu'en fait les outils qu'on utilise, c'est quand même des outils particulièrement pertinents pour être inclusifs au grand public. Donc on a vu que, en tout cas, ces discussions étaient fort intéressantes et que chacun a pu prendre part et donner son avis. Et puis juste en détail, ce qui est important de ce mini-public, c'est qu'il y a 30 personnes qui sont tirées au sort pour avoir cette diversité maximum, tout en étant suffisamment petits pour avoir des groupes de 12-13 personnes autour d'une table. Donc il y avait chaque fois 3 groupes de travail qui accompagnaient les architectes. Et puis au-delà de ces personnes tirées au sort, qui ancrent la légitimité, il y a cette nécessité d'inviter un certain nombre d'acteurs clés. Que ce soit le directeur de l'école ou le responsable, on peut penser au concierge, ou bien au responsable de l'église qui jouxte l'espace. Donc en complément de ces habitants, il y a une espèce de casting qui est fait pour que les intérêts puissent être aussi présents autour de la table. Et puis une chose essentielle, c'est tout l'engagement de toutes les équipes. C'est pas uniquement... il y a le service de l'urbanisme, mais si on veut faire du prototypage en utilisant le bois des arbres coupés, il y a tout le service des parcs et domaines qui doivent prêter main forte pour transformer ces troncs en énormes chenilles qui font la lien entre les deux espaces qui vont être la future place. Il y a bien sûr
les citoyens qui ont fait partie de ce groupement, qui ont dû revenir 3 fois lors d'un samedi matin. Donc c'est quand même assez engageant. L'équipe, je remercie encore l'équipe d'En Commun avec des acteurs locaux. Et aussi, ce qui est très important, c'est comment les différents services puissent s'engager. Là, on avait le service de la cohésion sociale qui était là, maison de quartier. Et puis, bien sûr, le jury qui a accueilli avec beaucoup de bienveillance et d'intérêt aussi les contributions, en fait, c'est des non professionnels. Donc là, c'est juste encore quelques outils, des plateaux radio. Le fait de discuter ensemble sur un site, ça permet aussi à des gens qui seraient un peu timides de venir et puis d'écouter ce qui se passe. Notre jury citoyen. Et des visites et surtout en fait aussi l'engagement des concepteurs. Il y avait vraiment un engagement fort des concepteurs pour utiliser cette démarche. Et puis ils ont les visites et c'était un engagement assez impressionnant. Concepteurs dont certains sont dans la salle. Oui, effectivement. C'est qui? On lui passera le micro pour savoir ce qu'il en a pensé. Entre autres. Et puis aussi des soins particuliers, parce que c'est pas tout de mettre un garçon de 5 ans avec son papa dans la salle. Il y a des mesures d'inclusivité. Donc là, on avait une personne dédiée parce que vous imaginez bien que c'est pas lui qui arrive à parler autour d'une table, mais par contre, il écoutait. Et puis notre collègue Kika était là pour lui donner la parole, et lui prenait la parole par rapport à ce qu'il disait. Donc c'était vraiment chaque fois pour chaque type de personne, eh ben, il faut aussi un certain type de mesure d'inclusion. Et ce qui est là, et ce qui est très important, c'est aussi donner ces projets au public. Et puis c'est pas juste de mettre des planches et des coupes et des maquettes, mais là en l'occurrence le lauréat, il a mouillé la chemise, dans le sens où ils sont venus sur place faire des ateliers de micro-transformations. Par exemple, il y avait une fontaine qui était dans le projet, mais il y avait une réaffectation de cette fontaine. Donc, à l'occasion de l'exposition, on a fait une micro-intervention pour sécuriser puis rendre en fait cette fontaine à une place importante dans la place. Donc voilà, c'est les multiples langages qui sont nécessaires pour inclure la diversité des participants. Alors, à travers tous ces moyens qui ont été mis en œuvre par l'association En Commun, il y a eu oui, bon, je vais peut-être vite activer, mais il y a eu une vidéo qui a été réalisée, que vous pouvez trouver in extenso en cliquant sur le lien qui est à la fin de la présentation, mais dont on vous montre, si ça marche, un extrait maintenant. C'est un projet qui va continuer à être conçu avec les habitants et maintenant avec les mandataires connus. Et je me réjouis de voir, le résultat de cette grande collaboration intergénérationnelle qui a été faite. Voilà. Donc c'était un court extrait. Voilà, on vous invite à l'écouter, à le regarder dans son intégralité. Alors on vous a fait une présentation un petit peu de cette démarche, de cet outil des MEP. Les défis de la démarche participative. Alors ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas le cacher, ça prend du temps. Ça coûte de l'argent, alors ça prend du temps simplement déjà par rapport à la culture de la participation qu'on n'a pas nécessairement, ni au sein des services communaux, pas nécessairement chez les concepteurs et pas non plus chez les habitants et habitants, usagers, usagères. Ça prend du temps aussi sur des samedis matins, on l'a évoqué tout à l'heure. C'est vrai que faire venir tous ces gens, à nouveau ces 3 catégories, les mandataires concepteurs, services communaux, habitants, usagers, c'est pas évident. Et puis, mais c'est super intéressant et surtout ça met en regard avec l'adhésion au projet qu'on n'aurait pas nécessairement avec un projet qui arrive, comme je disais tout à l'heure, un peu tombé du ciel. Donc ça a un coût, voilà, c'est plusieurs dizaines de milliers de francs à consacrer à la démarche participative. Mais pour nous, enfin en tout cas pour la ville, c'était vraiment un gain.
Après, ça nécessite des outils, des ressources, cette démarche participative spécifique. Et puis là, en tant que service communal, on ne se sent pas ni de le faire, ni d'essayer de le refaire, même maintenant qu'on a beaucoup appris d'en commun. Donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir un mandataire ultra compétent pour assurer ça, puis aussi mettre une distance entre les services communaux et le quartier, puisque je pense que le quartier garde ainsi une liberté de parole qu'il n'a pas nécessairement si c'est nous qui allons directement en contact. Donc voilà. Et puis, concernant donc, cette nécessité de transmettre les délibérations, Julien a beaucoup évoqué cette distinction entre les différents types de public, le grand public qu'on sollicite à travers les grands événements, et puis le groupement citoyen qui constitue un mini-public, et puis cette nécessité que les informations communiquées ou discutées au sein du mini-public reviennent vers le grand public. Donc ça, c'est des enjeux importants et il faut réussir à le faire. Et puis, une autre question qui concerne plus la ville, c'est comment cette intelligence collective faite en amont perdure dans tout le projet, sachant qu'on n'a pas nécessairement de mandat pour, c'est-à-dire que là, dans le cadre du projet de la Coudre, on avait un mandat de démarche participative en amont pour lancer le projet, accompagner les mandats d'études parallèles. Et puis, on n'a pas d'autres mandats pour l'instant, enfin, on n'a pas de crédit pour ça. Donc, on a réussi à dégager un budget pour des aménagements tests que je vais vous montrer juste tout de suite. Mais voilà, c'est un peu un défi encore. Et quels moyens on met, on réserve et on anticipe en amont du projet. Je laisse la parole à Julien. Donc, ça a un coût, ça a un engagement, mais ça a aussi plusieurs plus-values. Et cette adhésion au projet, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est qu'en fait, toute la cohésion sociale qui a été créée, ces mémoires, ces expériences, en fait, elles sont gagnées pour l'histoire du quartier et l'histoire des gens qui ont participé. Et puis, je pense que pour les enfants et autres adultes qui ont pu transmettre ce qu'ils ont vécu dans leur jeunesse à des jeunes, c'est aussi des moments assez incroyables pour cette cohésion sociale. Après, très clairement, en fait, ce dispositif de démocratie participative, c'est un outil de pratique citoyenne qui pourrait très bien et qui complète très bien notre démocratie semi-directe. Par ailleurs, en fait, dans chaque projet qu'on mène, il y a un réel développement de la culture de la participation au sein des différents services, parce que ce n'est pas le genre de démarche qu'on peut faire uniquement avec le service des parcs et jardins ou avec un autre. Comme vous avez vu, c'est un ensemble d'acteurs, et puis il faut très bien identifier quel est l'intérêt de chacun des services, parce que le service cohésion sociale, il a ses intérêts, puis en fait, il y a des intérêts très convergents quand on parle de réaménagement d'espace public. Gain de sens pour tous, autant pour un concepteur qui crée une place et puis voit en fait des yeux d'enfants et d'adultes qui brillent par rapport à ce qu'il raconte. Je pense que ça donne du sens autant pour le concepteur que pour tous les types de participants. Et bien sûr, cette question de culture de la participation, c'est ça qu'on défend. Et puis la culture de la participation, elle a besoin de quoi? Elle a besoin de pratique. Et puis, quelque part, c'est à travers la pratique qu'on gagne chaque fois en pertinence et en acuité dans cette culture-là. Je crois que c'est... Ah oui. Voilà, et pour terminer, donc, quelques images des aménagements tests réalisés à la Coudre. Donc, petit projet co-construit entre le lauréat de ces mandats d'études parallèles, donc l'architecte paysagiste, c'était une équipe, paysage gestion, les services communaux et puis quelques habitants et usagers issus du groupement citoyen. Donc là, ce test la Chaille, quelques assises, des pergolas, voilà, apporter un petit peu plus de qualité de vie, un conteneur de jeu. Là, on se situe en contrebas du collège privé, à nouveau des éléments d'ombrage et d'assises, des éléments de jeu dans la cour du Préau. Et de la Chaille à tester pour convaincre notre concierge. Voilà, merci de votre attention. Et puis les liens pour si vous voulez aller plus loin. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes. Je vais redemander à tous les intervenants et intervenantes de bien vouloir me rejoindre ici. Je regarde un peu au loin, puisqu'on va passer aux questions.